Alors bonjour Clarisse, Bonjour Philippe, comment bonjour à vas-tu? tous. Ça va très bien. Ça va bien? Bon alors Ouais, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, hein. Il y a quelques grèves en France, ça arrive, hein, voilà. pour ceux qui savent pas, mais des fois ça arrive qu'on soit en grève aussi en France. Alors aujourd'hui Clarisse, on va parler de, recrutement international, on va parler d'immigration, et on va aussi, en fait, on fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, la France, comme le Québec et d'autres pays dans le monde, même si le Québec n'est pas un pays, je tiens à le dire, c'est une province du Canada, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a de plus en plus de mal à trouver des gens qualifiés. Et c'est ce qui fait que les entreprises s'ouvrent de plus en plus à l'international pour aller chercher des professionnels dont elles ont besoin. Oui. Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Clarisse, j'aimerais que tu te présentes. Alors je vais mettre tout de suite une petite slide. Donc Clarisse, toi, tu es avocate, hein, en droit Oui, social. oui, Tu travailles, tu es basée en France, tu es basée dans la ville de Nantes. exactement. Tu travailles pour un cabinet qui s'appelle Majorel. Et maintenant, dis-nous plus de choses sur toi. Oui, merci Philippe pour l'introduction. Oui, donc comme tu le disais, je suis avocate voilà, depuis 2016. J'ai une pratique qui est dédiée au droit du travail et une spécialité en droit de l'immigration professionnelle et en mobilité internationale. Donc pour résumer, j'aide des Français à partir en expatriation et des étrangers à venir travailler en France. Voilà, donc dans les deux sens de circulation. Et là, le sujet du jour qui nous intéresse, c'est comment venir travailler en toute légalité en France, comment un employeur français intègre un talent international. Et en même temps, j'étais très surpris l'autre fois quand on a échangé ensemble parce que nous, en fait, la plateforme MoveJob, on est une plateforme de mise en relation directe candidat-entreprise sans intermédiaire. La plateforme a été développée il y a bientôt 2 ans au Québec parce que le Québec vit et a une dizaine d'années de difficultés, on va dire, de démographie et donc de recrutement, hein. Il y a des régions au Québec qui sont avec des taux inférieurs à 2% de chômage. Donc, c'est Mm. autant dire qu'on est dans le plus que le plein emploi. Et l'autre fois, Mhm. lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, j'étais surpris de, en fait, la facilité. C'est beaucoup plus facile pour une entreprise, et tu vas nous expliquer ça, française, de recruter quelqu'un à l'international dès qu'elle a trouvé l'allemand, que ça peut être le cas dans d'autres pays comme le Canada et la province de Québec. Alors, aujourd'hui, toi, tes clients, c'est quoi à peu près c'est quoi les secteurs d'activité qui recrutent à l'international? C'est extrêmement varié. Ça va de l'hôtellerie, le bâtiment, ça peut être les métiers plus dans la tech, ça peut être des compétences très particulières dans des domaines scientifiques, ça peut être dans le domaine socio-médical. J'ai l'impression qu'en fait, aucun secteur n'est un petit peu mis à l'écart. En fait, c'est les entreprises françaises recherchent souvent des profils diplômés ou alors des personnes qui ont une compétence très, très particulière. Je pense vraiment dans les métiers du bâtiment, hein, des personnes qui ont des compétences spécifiques. Et puis, on voit aussi de temps en temps voilà, des professions un petit peu plus originales, hein, des acteurs, des sportifs, des mannequins, des personnes qui ont intrinsèquement en fait une carrière internationale. Voilà. Ok, alors bon, alors on va parler de tout ça dans le vif du sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de recrutement. Alors c'est sûr qu'à l'international, vous avez une spécificité en France, hein, c'est que vous avez aussi l'Union européenne. Alors Oui. est-ce qu'on considère ça comme l'international? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, il y a des règles qui facilitent la mobilité des salariés. On a la libre circulation des travailleurs, hein, c'est un principe du droit européen. C'est-à-dire que quand une entreprise française va recruter un Allemand, ça va être plus simple pour elle que de recruter un Canadien, dans la mesure où elle n'aura qu'à vérifier la carte d'identité ou le passeport du candidat et à procéder aux formalités classiques d'embauche, en fait, comme un salarié français, hein, faire la déclaration préalable, faire un contrat de travail qui va bien, faire éventuellement passer la visite médicale. Voilà. Après, si on est dans un cadre un petit peu spécifique de détachement, par exemple une entreprise allemande qui envoie un de ses salariés allemands en France pour accomplir une prestation de service au sein d'un client français, là, on aura des obligations complémentaires qui sont liées à une situation de détachement, mais qui restent quand même des déclarations assez simples à formaliser. Évidemment, quand on passe sur un recrutement international hors Union européenne, évidemment, ça comprend également maintenant le Royaume-Uni, on a des règles un petit peu plus sophistiquées en fonction de différents critères. Et en plus, il y a des accords qui existent entre certains pays avec des règles différentes du socle commun, on va dire. Alors,
Prenons l'exemple là, je comprends que l'Europe, c'est quand même la facilité, ça va vite, en tout cas, Oui, c'est plus simple. Là, une entreprise trouve quelqu'un qui vit, je sais pas, puis pourquoi pas, et qui trouverait quelqu'un qui vit au Québec, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français et ça arrive souvent. qui partent vivre au Québec, mais il y a aussi des Québécois qui peuvent arriver aussi en France, et Oui, il y a, je dirais, les mêmes avantages, ce qu'on appelle les permis jeunes professionnels, qui marchent dans les deux sens. tout à Alors, fait. comment ça se passe? Une entreprise qui dit, je viens de matcher avec un candidat, soit, je sais pas moi, québécois, ou un candidat africain, et encore que tu vas nous expliquer qu'il y a aussi en Afrique certains pays sur lesquels il y a des accords, donc on gagne un peu de temps, Mhm. ou quelqu'un qui vit à Madagascar. Comment ça se passe pour une entreprise? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, alors là, je vais parler vraiment du cas du salariat. Donc, c'est-à-dire qu'une Oui, personne qui ne vient pas en tant qu'indépendant ou que créateur d'entreprise ou de start-upper ou de profession libérale, vraiment un salarié. Donc, une entreprise française qui va recruter un salarié québécois avec un contrat de travail. Il y a un système où, en fait, les procédures sont mises un peu à la charge du salarié, un peu à la charge de l'employeur. Chacun va avoir un peu sa to-do list à faire. L'employeur, généralement, il va devoir obtenir une autorisation de travail pour en fait signifier aux autorités françaises qu'il a fait ce qu'il pouvait pour essayer de recruter un Français, mais qu'il n'a pas trouvé et que vraiment le candidat qui correspond le mieux à son besoin, c'est un candidat de nationalité canadienne ou autre. Voilà. Donc ça repose sur les épaules de l'employeur, c'est demander une autorisation de travail. Le salarié, lui, une fois que l'autorisation de travail est obtenue, le salarié, il aura à sa charge de demander un visa et une fois qu'il sera en France, de convertir ce visa en titre de séjour. Voilà, ça sera un peu ce titre de séjour qui lui permettra de résider et de travailler en France selon une certaine durée. Et effectivement, tu le disais, Philippe, il y a quelques accords bilatéraux qui existent. J'en cite juste quelques-uns, Algérie, Tunisie, Maroc, avec quelques règles spécifiques qui permettent par exemple, d'obtenir un titre de séjour de longue durée un peu plus facilement que pour d'autres nationalités. Voilà, quand ce sont des personnes qui souhaitent établir vraiment leur vie à long terme en France, elles peuvent obtenir des titres de résidence un petit peu plus facilement. et alors, question, parce qu'on sait très bien que, et je connais bien les entreprises, je suis aussi un chef d'entreprise, mais c'est toujours pour hier, genre, hein. C'est quand une entreprise, bon, là, une entreprise vient de trouver son candidat, ça match à 100%, elle veut le faire venir. Ça va prendre combien de temps à peu près? Alors, c'est variable, ça dépend du type de procédure qu'on va mettre en œuvre, mais il faut compter, allez, entre 2 mois et 6 mois selon les cas de figure. Voilà. Je pense que la moyenne, on va dire, c'est 3 mois. Waouh! Voilà. Mais il faut que, voilà. Il y a quelques petits paramètres qui font que ça s'allonge ou ou que ça se raccourcit. Mais oui, il faut être un peu prudent. Il faut anticiper. En fait, c'est une question d'anticipation. C'est voilà, en amont, se demander si il faut publier une offre d'emploi sur Page Emploi parce qu'on y est tenu par la loi. Voilà, faire un recrutement efficace, avoir un dossier qui soit prêt, qui soit propre, etc. Ça facilite déjà le travail. Et puis, parfois, ce qui est le plus difficile, en fait, c'est d'identifier quel est le bon titre de séjour, quel est le bon visa à solliciter pour permettre aux salariés de venir. Et je pense qu'on peut passer du coup à la slide d'après, Philippe, parce que Oui. je fais un petit focus sur les principaux statuts d'immigration pour que voilà, ceux qui nous regardent aujourd'hui comprennent une différence fondamentale entre deux statuts. C'est le statut soit du salariat, soit du détachement dont je parlais au début. Donc, selon qu'on est recruté en direct par une entreprise française, donc avec un contrat français au sein de cette entreprise, on va être éligible à différents types de séjours, donc salarié ou travailleur temporaire, hein, ça si on est en CDI ou en CDD par exemple. Il y a le statut de jeune professionnel dont tu parlais, et il y a les passeports talents. Les passeports talents, c'est un petit peu la voie royale pour un étranger qui souhaite venir travailler en France. La France a mis en place une politique d'attractivité des talents. Donc, pour résumer, les personnes qui sont diplômées et à qui on offre une rémunération assez élevée en France, ils vont pouvoir prétendre, selon le cas de figure, hein, à un passeport talent qui est un titre, c'est pas comme son nom, enfin le nom est un petit peu trompeur, hein, c'est pas un passeport en tant que tel, c'est vraiment un titre de séjour qui permet à la fois, donc qui combine une autorisation de travail et un titre de séjour. Donc l'entreprise, elle n'aura pas la formalité préalable de demander une autorisation de travail. Et donc ça, c'est pour l'entreprise, ça leur fait gagner du temps. Pour le salarié, généralement, c'est des procédures qui vont un petit peu plus vite que les autres et qui permettent d'obtenir un titre valable 4 ans. Donc c'est déjà une longue période et ça permet aussi plus facilement de faire venir sa famille. Donc le passeport talent, c'est comme ce qu'on préfère hein, quand on fait de l'immigration professionnelle.
c'est un peu la voie royale. Et à l'opposé de ça, on a donc ce dont on parlait tout à l'heure, hein, le détachement. Donc là, c'est si l'entreprise, par exemple, si une entreprise canadienne envoie un salarié québécois chez un client français, on va être dans une situation de détachement, ou bien si on est au sein d'un même groupe, hein, des filiales d'un même groupe international, pareil, on va être dans une situation de détachement intra-groupe. Et là, on n'est pas sur le même régime. Le contrat de travail, il va rester soumis au droit étranger, donc au droit canadien ou que sais-je. Et la paye va rester aussi à l'étranger. Et la sécurité sociale aussi, généralement. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Et alors, question, parce que passeport talent, je comprends que c'est comme tu dis la voie royale, mais tu parlais de salaire. Est-ce qu'il y a un salaire minimum pour pouvoir rentrer dans ce type de passeport ou de visa? Oui, quand on est en salarié, si on sollicite un passeport talent salarié qualifié ou salarié très qualifié, oui, il y a des minimaux de salaire et de diplôme. Voilà. Donc, bon, grosso modo, il faut avoir un salaire de 50 000 euros pour y prétendre, plus ou moins. Et il faut avoir des diplômes quand même du niveau master. Donc, on est sur des profils plutôt très qualifiés. Donc, globalement, on reste quand même plutôt, je pense que pour des entreprises qui vont chercher des professionnels des fois à l'international, on va plutôt être dans le profil, on va dire salarié. Voilà. Alors, moi, je trouve, je suis une entreprise, admettons, française, je trouve mon candidat à Madagascar, il est parfait, je veux le faire venir. Oui, Ça prend 3, 4, 5 mois, hop, il oui. arrive. Quel type de visa il a? Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est un visa un peu exclusif à l'entreprise? Comment ça se passe? Il va alors ce candidat malgache, il va pouvoir solliciter un visa de long séjour. Donc les visas de long séjour, c'est les visas pour des séjours de plus de 90 jours. Hein, la différence avec les visas de court séjour, comme son nom l'indique, pour les courts séjours de moins de 90 jours. Donc quand on sollicite un visa de long séjour, il faut expliquer le motif de la venue en France. Donc il y a différents types de visas de long séjour, hein. Ça peut être lié à la vie privée, à la vie familiale, à la vie professionnelle. Donc évidemment, quand on est recruté en CDI, que l'employeur français propose un contrat de travail à durée indéterminée, on va pouvoir demander un visa de long séjour motif salarié. Et donc en découle toute une liste de documents, une liste de pièces à produire lorsqu'on va prendre rendez-vous pour obtenir son visa sur un site internet qui s'appelle France Visa, qui est plutôt bien fait. Le candidat peut renseigner sa nationalité, la durée du séjour, là où il réside, quel type de passeport il a et combien de temps il veut venir et où il veut venir, si c'est en France métropolitaine, dans les dom-toms, etc. Et donc, on a quand même une bonne liste de documents à fournir et il va pouvoir préparer son dossier comme ça. Voilà. Et après, une fois qu'il sera en France, une fois qu'il a obtenu le visa de non-séjour et que ce candidat malgache arrive en France, il va se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence pour transformer son visa en un titre de séjour. Et ce Un titre peu de plus tard. séjour, il est valable combien de temps? Alors c'est variable, ça dépend voilà, du type de contrat qu'on a. On part généralement sur une première durée d'1 an et après c'est renouvelable. Et au bout d'un certain nombre de renouvellements, on peut prétendre en fait à d'autres titres de résidence de plus longue durée. D'accord. Donc voilà, donc évidemment, le point de vigilance, c'est d'anticiper les renouvellements de titres de séjour. Voilà, une fois qu'on est en France, qu'on a obtenu son titre de séjour, il faut pas oublier de s'y prendre un petit peu en avance quand arrive la date d'expiration. On n'attend pas la dernière semaine avant la date d'expiration de son titre pour aller voir la préfecture et solliciter un renouvellement. On s'y prend bien 2-3 mois à l'avance pour être sûr d'obtenir ce titre dans les délais, parce qu'évidemment, l'employeur, s'il constate que le salarié étranger n'a plus de titre, légalement, il est tenu de se séparer de ce salarié, voilà, de rompre le contrat. Donc, ça met vraiment tout le monde dans de grandes difficultés. Donc, vraiment anticiper, c'est le maître mot en matière d'immigration, c'est l'anticipation. Ok, parfait. Au Québec, on a des visas un peu similaires que ce que tu nous expliques, mais Oui. quand ils arrivent en fait au Québec, ils ont ce qu'on appelle des visas fermés. Donc, ce Mhm. qui fait qu'ils sont tenus de travailler uniquement pour cette entreprise-là pendant 2, 3 ans. Est-ce que c'est la même chose en France? Non, il y a eu un moment, effectivement, sur certains titres, hein, comme les passeports talents, une obligation de rester au minimum 2 ans dans l'entreprise avant de pouvoir changer d'employeur. Cette obligation a sauté il y a maintenant 1 ou 2 ans. Voilà, le temps passe vite.
Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que les titres, ils sont délivrés pour un emploi donné, effectivement, pour les passeports talents notamment, hein, c'est pour un contrat donné avec une entreprise, avec voilà, vraiment, c'est cadré en fonction de l'employeur, mais ça n'empêche pas le candidat de démissionner ou de signer une rupture conventionnelle, de souhaiter faire autre chose. La seule contrainte pour le salarié, c'est qu'évidemment, une fois qu'il retrouve un travail par ailleurs, il faudra éventuellement qu'il sollicite un autre titre, qu'il fasse un changement de statut. Je te donne un exemple tout simple. S'il avait un passeport talent, je ne sais pas moi, salarié très qualifié, mais que l'emploi qu'on lui propose dans une autre entreprise correspond plus à un poste de dirigeant, en fait, de mandataire, eh ben, il pourra pas, il devra changer son titre pour obtenir le titre qui correspond à son nouveau poste. Donc, il y aurait quand même des contraintes, mais c'est pas non plus, ça ne restreint pas totalement la liberté du candidat. Ok, parfait. Donc, il y a quand même une flexibilité, et Oui, puis il y a une justement flexibilité. Ok. Alors, on va parler maintenant de la gestion de dossiers, hein, donc Oui, d'immigration. Puis on va parler d'argent parce qu'un peu de coût. oui, Les entreprises, souvent, c'est OK, mais ça coûte combien? On a oui, quand même vu que c'était quand même rapide. Moi, je suis quand même surpris parce qu'il y a des fois des entreprises qui mettent, je sais pas moi, des mois à trouver le bon candidat. Et encore, souvent, oui. ils nous disent, bah, on a trouvé un candidat, mais plus par dépit que par choix. Donc là, Mhm. ils ont trouvé un bon candidat à l'international. Ça, 3-4 mois, la personne est là. Mais ça coûte combien? Et c'est quoi les procédures? Alors, ça coûte combien? Donc, il faut distinguer le coût pour l'employeur et le coût pour le salarié. Ouais. Alors, pour le salarié, le coût, il va être, le coût de l'immigration, de la procédure en tant que telle, il est assez limité. Il va devoir payer le coût de son visa, hein. Souvent, c'est environ 100 euros. Éventuellement, un coût lié à de la traduction de documents officiels, hein, si par exemple, on a des documents rédigés uniquement en arabe ou en sanskrit, ou je sais pas, voilà, il faut traduire pour que ce soit compréhensible par la France. Il y a le coût du titre de séjour une fois que cette personne est en France. Généralement, ça tourne autour de 200 euros. Et puis, il y a le coût de son billet d'avion. Il y a le coût de son installation. Ça, c'est le côté plus pragmatique, hein, le coût de son installation en France. Donc, trouver un logement, voilà, s'implanter éventuellement avec sa famille. Donc, selon évidemment le pays d'origine des candidats, on va avoir un différentiel de niveau de vie qui fait que ça peut être un petit peu difficile au début. Évidemment, quand on vient d'un pays comme Madagascar où le niveau de vie, où le niveau des salaires est moins élevé qu'en France, bah oui, le coût du billet d'avion, le coût de trouver de l'installation, de trouver un logement, etc., c'est beaucoup pour le candidat. Et les employeurs peuvent éventuellement aider dans le cadre d'un package d'accueil, par exemple, pour aider ces candidats à s'installer et à réussir finalement leur expatriation, voilà, à réussir leur implantation en France. Donc ça, c'est pour le salarié. Pour l'employeur, donc évidemment, l'employeur, il va devoir payer le salaire de ce nouveau candidat, mais bon, ça comme un candidat, comme un C'est salarié normal? français, C'est c'est normal. normal. Voilà, il y aura évidemment les cotisations, les charges patronales et salariales qui seront prélevées, puisqu'on est sur un contrat de droit français et le salarié sera affilié à la sécurité sociale française. Et à cela s'ajoute souvent une taxe qu'on appelle OFII, hein, de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. C'est une taxe qui varie selon la durée du contrat, entre 50 euros et le maximum est à 4 273 euros. Ce qui est Voilà. quand même, c'est parce que quand j'ai vu Oui, ça, je me suis dit, il y a quand même une sacrée fourchette, hein, ouais, il y a une entre fourchette. 50 et 4000, à Ouais, vous de choisir. ouais, alors en fait, ça dépend de la durée du contrat et ça dépend évidemment de la rémunération du candidat. Donc Ok, voilà, quand on est voilà, des profils avec des rémunérations très élevées, on va être dans les 4000 évidemment, mais d'accord, quand ok. on est sur un poste plus, on va dire plus classique, hein, on va être plutôt dans les 2000. Voilà. Ok, ok, je Donc comprends. voilà, et ça, c'est une taxe qui s'applique généralement quand le candidat étranger obtient son premier poste salarié en France. Voilà. Donc par exemple, une vraie introduction de main-d'œuvre étrangère. Donc le candidat est à l'étranger, il vient en France pour la première fois sous contrat de travail soumis au droit français. Là, l'employeur va devoir payer cette taxe. Ok, Voilà. Et à cela, évidemment, s'ajoute éventuellement le coût d'un conseil spécialisé en immigration. Là, les coûts sont généralement encadrés, hein. Moi, comme d'autres confrères, on pratique généralement des honoraires forfaitaires qui dépendent de la complexité de chaque dossier et du titre qu'il faut solliciter.
Et d'ailleurs, je fais juste un petit comparatif, au Oui, niveau des tarifs, c'est très proche du Canada, en fait. Genre, au niveau des coûts, d'immigration, oui, c'est vraiment très, très proche, ouais. oui, évidemment, ça, oui, Si aux ce n'est que nous, États-Unis, on a c'est différent, voilà, ça dépend des pays, mais oui, c'est ça. Puis si ce n'est que quand même, au Canada, par exemple, il y a pas cette fourchette de 50 € à 4 000. Nous, on oui, va tout de suite être plus proche des 3 000 et puis, c'est non discutable et quel que soit le poste qu'on va recruter. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu sais, tu nous en parles, mauvaise gestion du dossier, d'immigration, c'est quoi les impacts? C'est quoi les coûts? C'est quoi les risques? Oui. Alors le 1er, voilà, le 1er risque, on va dire, c'est un mauvais impact sur la marque employeur. La marque employeur, c'est vraiment un sujet, d'actualité en France, comme les entreprises constatent, hein, qu'elles ont du mal à attirer et à fidéliser leurs talents. Elles essayent de relifter leur marque employeur, si on peut dire, voilà, d'être plus attractives, de mettre en place des politiques RH, qui sont modernes, qui sont dans l'air du temps, avec de la flexibilité, avec, un accueil, un onboarding des candidats qui se fait de manière beaucoup plus complète, hein, beaucoup plus attractive, la manière de, voilà, de faire progresser le candidat pendant la période d'essai, de l'intégrer vraiment au début de la collaboration, c'est très important. Donc évidemment, la mauvaise gestion d'un dossier d'immigration, c'est une entreprise française qui fait une belle promesse d'embauche à un candidat étranger, mais qui n'est pas diligente, par exemple, pour solliciter les autorisations de travail. Et le candidat, lui, se retrouve bloqué dans son pays d'origine en attente de l'autorisation de travail et il ne peut pas venir en fait. Ça c'est voilà, c'est un mauvais impact quand même sur l'image employeur. Ça peut être ça ou ça peut être une entreprise qui n'aide pas le salarié à accomplir son affiliation à la sécurité sociale. Ça peut être ce genre de sujet. Alors ça, c'est en plus un sujet réputationnel finalement. Exact. Le vrai risque juridique, c'est si l'entreprise ou le candidat, hein, d'ailleurs, n'accomplissent pas leurs formalités obligatoires pour être en conformité avec le droit français, avec le CESEDA et le Code du travail. Donc, si on n'a pas d'autorisation de travail ou si on n'a pas de visa, si on n'a pas de titre de séjour, on va se retrouver dans une situation de travail, d'embauche de travailleurs en situation irrégulière. Et là, l'entreprise encourt des pénalités, des sanctions qui sont financières et pénales, en fait. Donc, ça peut être une amende, voire de la prison. Bon, évidemment, c'est rare hein, qu'on aboutisse à une condamnation, voilà, mais ce sont des sanctions qui sont lourdes et l'inspection du travail en France a un regard quand même très aiguisé sur ces sujets. En particulier en ce moment avec le contexte des Jeux Olympiques où il y a eu il y a eu pas mal de, quand même un petit scandale d'embauche de travailleurs sans papier en France. Voilà, on sent qu'il y a une attention réelle portée à ce type de procédure. Et ce d'autant plus que l'administration française a mis en place maintenant des procédures digitalisées qui sont censées faciliter la vie des entreprises et les démarches. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il y a vraiment des sanctions financières et administratives pour l'entreprise. Euh, ce que je te le disais tout à l'heure, hein, Philippe, hein, l'autre conséquence, hein, c'est si le salarié n'a pas d'autorisation de travail ou pas de visa, pas de titre de séjour, l'employeur est censé enclencher immédiatement une procédure de licenciement. C'est une procédure de licenciement qui est complètement dérogatoire des autres types de rupture du contrat de travail en France. C'est un licenciement express, on peut dire, voilà, sans indemnité, très rapide et vraiment dérogatoire du droit commun. Donc, il faut voilà, pour le Et candidat, c'est vrai que ça les met dans une situation très inconfortable lorsque les formalités ne seront pas accomplies dans les temps. et c'est là où bah, c'est sûr que pour les candidats, il faut qu'ils soient à leurs affaires, hein. Il faut qu'ils soient Oui, vigilants, dans leur mais aussi, il faut que l'entreprise soit elle aussi à ses affaires parce que si elle oui, ne fait pas ce qu'il faut, oui, on comprend que ça peut vite devenir aussi une oui, problématique pour c'est l'employé ça. aussi, quoi. OK. C'est vraiment un travail à 4 mains. C'est un travail conjoint entre l'employeur et le salarié. Et voilà, généralement, voilà, les départements des ressources humaines sont un petit peu informés de ces sujets et se mettent des petits rappels, voilà, pour par exemple quand les titres de séjour arrivent à expiration, des petites alertes pour que les dossiers du personnel soient bien à jour. Mais malheureusement, parfois, voilà, il y a des loupés, ou alors il y a des professions qui sont un petit peu atypiques. Et puis, voilà, sur des plateformes offshore, sur des bateaux où on est sur des cas de Mmh. figure un peu particuliers. Et hop, on se On fait, voilà, ça arrive qu'il y ait des petits loupés. on les voit plus, donc on n'y pense plus et puis hop, Ouais, d'un ouais, seul c'est coup, on ça. se rend compte que la personne elle a pas les bons Oui, OK. D'où aussi les la personnes en télétravail aussi, voilà, quand il y a de plus en plus de exact. salariés en full remote, voilà, on les voit pas au quotidien, donc on pourrait oublier cet aspect-là de la réglementation, mais oui,
ça peut être une vraie conséquence. D'où l'importance aussi d'être accompagné. Hein, c'est aussi ton rôle Oui. dans le dossier parce que justement, parle-nous un peu de ton expertise. Une entreprise qui fait affaire avec toi, il y a aussi le côté très sécuritaire du dossier. Hein. Oui, exactement. Alors nous, au sein de Majorel, on ne fait pas de recrutement, ça c'est ta partie, Philippe. Nous, Ouais, on intervient juste après, voilà, quand l'entreprise a à voilà trouver son candidat. identifié le candidat. Donc, évidemment, on les assiste hein, pour toutes les étapes dont on a parlé. C'est d'abord diagnostiquer en fait la stratégie d'immigration selon le profil du candidat et selon les contraintes de l'entreprise. Hein. Une entreprise qui me dit, bah voilà, moi j'ai vraiment besoin de ce talent-là qui doit arriver en septembre, il faut vraiment qu'il soit là au 1er septembre. Donc voilà, on va tout mettre en œuvre pour tenir les délais, ce qui implique parfois, enfin souvent même, beaucoup de relance et être très insistant avec l'administration. Et l'avantage de s'accompagner d'un expert, hein, c'est qu'on évite les erreurs de stratégie, d'orientation de dossier, parce qu'une fois, le problème de l'immigration en France, c'est que dès qu'on sort, on va dire, de la bonne voie, on se retrouve dans une voie sans issue. Et là, pour en sortir, c'est très compliqué. On est parfois obligé de faire partir les étrangers qui étaient arrivés en France pour tout recommencer depuis le début. Donc là, c'est vraiment c'est le scénario catastrophe. Donc évidemment, on fait tout pour éviter cette situation. Et on fait un accompagnement qui est global du point de vue juridique. Comme nous ne sommes pas uniquement experts en immigration, mais aussi en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, ça permet d'encadrer l'ensemble des sujets liés à l'embauche du salarié étranger. Donc, pas seulement le titre de séjour, l'autorisation de travail, mais le contrat de travail, qu'est-ce qui se passe en cas de retard de délivrance d'autorisation de travail, qu'est-ce qui se passe justement quand on est dans des situations à risque, hein, où on doit faire des actions de formation ou de compliance. Voilà, donc c'est un peu notre valeur ajoutée, c'est d'avoir une approche juridique globale, de proposer des coûts qui sont encadrés hein, forfaitairement, de travailler avec un réseau de partenaires à l'étranger, voilà, pour faciliter la gestion de toutes ces formalités et d'accompagner de manière personnalisée les candidats. Donc, par exemple, un salarié qui souhaite venir avec sa famille, voilà, des situations de salariés en full télétravail, des investisseurs, des indépendants. Voilà, on essaye d'accompagner de manière personnalisée chaque entreprise et chaque candidat. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, c'est qu'en faisant affaire avec des professionnels comme toi, en fait, c'est qu'on est des fois ramené un peu sur terre parce que je le vois, il y a des entreprises qui des fois trouvent le candidat, c'est le coup de foudre, go, on veut le recruter, puis en fait on oublie de valider. Ah, en fait il n'avait pas vraiment le diplôme. Alors il avait le niveau, mais il n'avait pas le diplôme. Et puis en fait il vivait, je sais pas dans tel pays, mais en fait il n'avait pas cette nationalité-là. Donc ça peut emmener nos choses. Donc ça c'est vraiment important. On va parler aussi de tout ce qui est documents, vérification des antécédents judiciaires, des choses comme ça. Donc, c'est important parce que oui, on recrute des gens, oui, on recrute des compétences, oui, on est pressé de les faire venir, mais il y a quand même des étapes pour s'assurer que sur le long terme, ça fonctionne bien. Exactement. En fait, il vaut mieux passer un petit peu de temps et un petit peu d'argent en début de ce type de recrutement plutôt que de se retrouver dans une situation très compliquée 6 mois plus tard avec, là, pour le coup, des risques de pénalité et puis des coûts liés finalement au rattrapage voilà, des erreurs qui ont été faites au début. Donc, ce sont des procédures qui ne sont pas évidentes. Il faut être soit formé, hein, on fait des actions de formation auprès des départements des ressources humaines pour que les responsables recrutement soient un petit peu plus à l'aise avec ce type de formalité, ou alors on fait vraiment de l'accompagnement step by step, voilà, jusqu'à l'obtention de tous les titres et de toutes les autorisations de travail. Mais tu as raison, oui, Philippe. Le maître mot, c'est vraiment l'anticipation. Prendre son temps et bien faire les choses depuis le début. Et je pense que tu es dans un secteur qui va être très porteur dans les prochaines années parce qu'on le sait, il y a la démographie, mais il y a aussi des métiers qui n'attirent plus, ou en tout cas, il y a plus de jeunes qui veulent se rentrer dans ces programmes de formation. Nous, on le voit au Canada, mais c'est vrai dans plein de pays. Aujourd'hui, ne serait-ce que la plateforme MoveJob, aujourd'hui, on a énormément de gens dans le service à la personne, par exemple les préposés aux Oui. bénéficiaires. Et ça, c'est des besoins qui existent, qui sont énormes, qui existent de façon incroyable. Des infirmières, des médecins, j'en parle même pas, et Oui. autres à l'international. Au Québec, on en a vraiment besoin. Et c'est pour ça, en fait, que MoveJob, on a décidé cette année d'arriver en France parce qu'on a de plus en plus de candidats qualifiés qui veulent venir s'installer en France et qui répondent à des vrais besoins. Oui. Je pense au domaine médical parce que
Je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, de maisons de retraite et de centres, des EHPAD en France qui manquent de personnel. Et nous, ça tombe bien parce qu'on a des gens qualifiés qui sont inscrits et qui ont ce projet de venir immigrer, soit seuls, soit en famille. Oui. Et la connexion entre ces gens-là, oui, à nous en tant que MoveJob, mais vous en tant qu'expert en immigration, c'est de vous dire, vous avez trouvé la personne, vous êtes sûr que c'est la personne qui vous convient, on va vous prendre, on va vous accompagner pour que dans 3 mois, la personne puisse être là avec tous les papiers et puisse travailler. Je pense que c'est quand même assez incroyable de se dire que 3-4 mois plus tard, on a 2, 3, 4 ressources qui sont là et qui vont combler des postes. Puis je le dis parce que c'est impressionnant, mais on a aussi des médecins sur la plateforme parce qu'il y a des médecins qui dans des pays pour lesquels c'est difficile, quoi. Donc souvent les gens disent là est-ce qu'on va trouver juste des journaliers, je sais pas moi, des gens moins qualifiés? Non, on trouve des gens. Bien sûr dans l'informatique il y en a beaucoup, mais dans le service il y en a énormément. Donc j'espère que les entreprises, les hôpitaux, tout ce qui est ces métiers en tension en France vont se dire, et si on s'ouvrait à l'international? Parce qu'il y a aussi une fidélité, hein. Il y a une grosse fidélité des gens qui arrivent de l'international envers les employeurs qui les font venir. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Philippe. C'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, la France, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un projet de réforme sur la loi immigration actuellement en débat. Voilà, donc le projet a pris un peu de retard dans le contexte du projet de réforme des retraites, mais c'est vraiment le sujet d'actualité du printemps pour le gouvernement. C'est de refondre un petit peu le droit de l'immigration et d'apporter justement, de créer peut-être un nouveau type de séjour spécifique pour les métiers en tension, voilà, pour faciliter le recrutement de talents étrangers. Donc, plus d'actualités à venir dans les prochains mois, mais ce sera avec plaisir que je partagerai sur les réseaux un petit peu. C'est sûr, Clarisse, qu'on se reparle très prochainement par rapport à ça. Puis, et je le dis, parce que souvent les gens disent la France, c'est très administratif, c'est très lourd et tout ça, parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on a vue de l'extérieur à l'international. Mais moi, aujourd'hui, je t'écoute, je vois les choses et en fait, j'ai envie de dire non, c'est pas vrai. Vous êtes aujourd'hui plus réactif que nous, on peut l'être au Canada. Les délais sont plus courts et on sait qu'il y a une guerre. Alors ça, bon, je parle pas d'une guerre en Europe, là, il y en a déjà une, mais il y a une guerre des talents à l'international qui est en train de se faire. Nous, en France, on vient recruter au Canada, on vient recruter des gens en France. La France va recruter dans les pays du Maghreb. Et aujourd'hui, il y a vraiment une attraction aux talents internationaux qui est de plus en plus forte et qui va être de plus en plus forte dans les prochaines années. Donc, commencez aujourd'hui à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire et souvent, il y a une appréhension, mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ou n'importe. Je vous assure qu'il y a très peu d'échecs, en fait, parce que ça prend un peu de temps. Les gens sont super motivés. C'est des vrais projets de vie, hein, c'est plus qu'un job. Exactement. C'est pas un CDD ou un CDI qu'on va chercher, c'est un projet de vie, on arrive en famille. Donc, j'ai juste envie de dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, aux gens des RH, essayez. Et vous allez voir que vous allez être surpris de la facilité. Puis c'est sûr qu'il faut être accompagné parce que c'est sûr qu'une entreprise qui n'a jamais fait de dossier d'immigration, qui se lance là-dedans, ça peut être compliqué. Mais puis je leur dis aussi, testez la plateforme MoveJob. Vous pouvez la tester gratuitement. Vous allez juste voir et dès que vous allez voir vos matchs, vous allez faire OK, ça vaut le coup. On a des candidatures parce que MoveJob, juste pour expliquer aux entreprises qui nous écoutent, c'est pas un site où les candidats regardent les offres d'emploi défiler puis se dire tiens, pourquoi pas celle-là, parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Vous recevez des CV je sais pas moi, d'un boucher, alors vous recherchez des soudeurs, vous voulez alors que la plateforme, c'est vraiment un système de match. On demande aux entreprises qu'est-ce qu'elles veulent, on demande aux candidats qu'est-ce qu'ils veulent et c'est l'algorithme de la plateforme qui met en relation et bien sûr qui met en relation aussi après avec des partenaires comme toi, Clarisse, une fois que le match se fait. Donc vous n'allez pas recevoir des CV qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et puis, les candidats, quand ils matchent avec une entreprise, c'est que l'entreprise est vraiment ouverte à l'international parce que je vois aussi souvent les commentaires, les gens nous disent j'envoie mon CV, j'ai pas de retour. Oui, mais c'est parce que l'entreprise n'est pas prête à recruter à l'international. Elle ne le sait pas, elle ne sait pas comment faire, elle trouve ça compliqué. Donc, quand elle passe sur notre plateforme, l'entreprise est vraiment prête à recruter à l'international, le candidat, il est prêt. Et c'est là où la mise en relation se fait, puis qu'après, ils peuvent être accompagnés par des gens comme toi, Clarisse. Clarisse, il est 34 minutes, on a un petit peu débordé. En tout cas, je sais qu'on a abordé plein de sujets. On se reparle très bientôt, Clarisse. S'il y a des nouveautés, n'hésite pas à nous faire suivre. Vous les partagerez. Et on se refera un live. Alors nous, Clarisse, on a la chance, c'est qu'on va se voir demain, sauf si les grèves nous empêchent, mais on se retrouve au Salon S'expatrier à Paris. Exactement.
Et peut-être qu'on verra aussi des candidats et d'autres entreprises. En tout cas, j'espère que ce petit live a pu permettre d'éclairer les dirigeants et puis les gens des ressources humaines. Je te remercie beaucoup, Clarisse, de ton temps. Merci Philippe, merci beaucoup Et pour je te l'invitation. souhaite, merci à toi, je te souhaite une À belle très journée. bientôt. Puis, oui, à très, très, très bientôt. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et si vous avez des questions, vous allez retrouver les lives. N'hésitez pas, vous aurez les coordonnées de Clarisse. Prenez contact avec elle, ça lui fera plaisir d'aider vos entreprises. Je vous souhaite à tous une belle journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.